Allez. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 2 ans d'absence pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un chouïa longtemps. J'ai pas vu le temps passer. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Comme vous pouvez le voir, il s'est passé énormément de choses, mais bon, je suis quand même toujours chez papa-maman, hein, et ben oui. Hein. Dans les dernières vidéos, j'avais un appartement, mais je suis revenue sur Bordeaux pour les études. Je suis toujours là. Il n'y a rien qui a changé. Donc écoutez, au moins, vous n'êtes pas trop dépaysés par le décor. La seule chose qui change, c'est que j'ai des projecteurs. Bah oui, parce que bon, je reviens, mais je reviens quand même en force, avec un nouveau matériel, un nouveau téléphone. Ça devrait bien se passer. J'ai eu des cadeaux de Noël, mais pas que. J'ai quand même fait des achats en décembre. Et du coup, bah, j'aimerais quand même vous les montrer. J'ai été raisonnable, mais pas trop. Enfin, en fait, je pensais avoir été raisonnable, et en fait, là, je regarde, ma pile est... Attends, on va commencer par les suites. J'ai acheté 2 tomes 2 ce mois-ci, dont le tome 2 de Divine Rivalité. Ouais, vous le trouvez beau ce livre? Vous le trouvez incroyable? Attendez de voir le tome 2. Non mais, excusez-moi, je l'ai acheté à sa sortie. J'ai même pas encore lu le tome 1, mais j'ai tellement été abasourdie par le livre qu'il fallait que je me le procure, bien évidemment. Je vais être très bref au niveau du résumé, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu. Pas encore. C'est un livre qui me tente énormément, mais j'ai très peur d'être déçue. Parce que, on va pas se mentir, cette année-là, mes livres 2024, mes lectures 2024, ça a été un petit peu fastidieux et j'ai été quand même très déçue. Alors du coup, j'ai peur que ça continue et que la malédiction traîne. Normalement, non. Hein. Puis il faudra bien que je ne sois pas déçue, puisque de toute façon, j'ai acheté le tome 2, donc voilà. Eh, c'est 15+, dis donc. Ah ouais. Pour ce qui est du résumé, on va suivre l'histoire de Iris, qui est une journaliste en période de guerre. Elle va échanger avec un correspondant anonyme pendant quelques temps, sans se rendre compte en fait que c'est son plus grand rival, professionnellement parlant. Et en fait, elle va tomber amoureuse de ce correspondant anonyme. Que dire de plus? Ça a l'air incroyable. Moi, je suis très fantasy, mais aussi très roman historique. Alors, romance historique ou alors romance basée sur des livres ou des histoires un petit peu historiques, ça peut que me plaire. En plus, ça fait très amants maudits, ils sont pas censés être ensemble, mais ils sont ensemble, un petit peu enemies to lovers, mais bon, pas trop, parce qu'ils tombent quand même amoureux. Je suis pas très romance, mais ça a l'air d'envoyer du bois, ça. Ça c'était un achat qui était pas très raisonnable. Mais bon, j'en ai pas fait 36 000 non plus. Deuxième achat, deuxième suite, où là je me suis dit non mais il me faut absolument que je me l'achète parce que je trouve qu'il est incroyable. J'avais acheté il y a 2 ans God Killer de Anna Kanner. Encore une fois, je me suis fait complètement avoir, on va dire, par le packaging, avec ce jaspage qui est juste sublime et ses couleurs automnales. Et du coup, quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, qui s'appelle Sunbringer. Sunbringer? Comment on prononce ça? Il fallait absolument que je me le procure. Pour le coup, je pourrais vous en parler avec un peu plus de détails, tout simplement parce que j'ai lu le tome 1, pas encore le tome 2, mais ça ne saurait tarder, parce que vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi cette année. J'ai adoré ce livre. Pour ce qui est du résumé, on va être dans un univers de fantasy. On va plus particulièrement, je dirais pas mythologie, mais malgré tout, on est dans un univers où les dieux sont au centre de l'histoire. On va suivre une Décéide qui est une tueuse de dieux. Je sais pas si vous le saviez, est-ce que c'était une Décéide? Moi pas, ben voilà, comme ça on meurt moins bête. On va suivre du coup cette Décéide qui va rencontrer une jeune fille qui est liée à ce dieu-là. Et cette jeune fille vient la rencontrer dans l'espoir de se dénouer de ce dieu-là. Les deux ne comprennent pas, ils sont très fusionnels, mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont liés, pourquoi est-ce que ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, et pourquoi est-ce que quand ils s'éloignent l'un de l'autre, ils souffrent. Et donc ils essayent de rompre, on va dire, le charme, et donc ils vont partir à la rencontre de cette Décéide pour trouver une solution. Et donc ils vont rencontrer un autre personnage qui lui aussi a une intrigue un petit peu différente de la leur, mais qui va se lier, le dessin va se lier entre ces 4 personnages là. Je sais pas si c'est très clair, parce que pour le coup,
on va vraiment être dans une histoire avec une quête, c'est-à-dire que les personnages partent à l'aventure. Ça plaît ou ça plaît pas, parce qu'on reste quand même sur quelque chose de très classique au niveau de la fantasy. C'est vrai que ça fait un petit peu fantasy, quête, partir comme ça à l'aventure et tout. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît déjà beaucoup. Personnellement, j'ai adoré ce livre, tout simplement parce que l'écriture, alors ça c'est vraiment une question, c'est très très subjectif, c'est vraiment une question de goût, mais moi j'ai trouvé que l'écriture était incroyable, j'ai trouvé que les personnages étaient quand même très bien travaillés, et en plus de ça j'ai trouvé que et c'est ça je pense qui m'a plu le plus, c'est que on va suivre des personnages qui ont déjà un background, une histoire, et ces histoires-là, l'histoire que les personnages ont vécue avant que le livre commence, on se dit ah ok, mais là si l'auteur fait un spin-off, fait un préquel des personnages, moi perso je l'achète le bouquin. Voilà, voilà. Ensuite, on est sur des lectures qui sont complètement différentes de ce que j'achète d'habitude, hein, vraiment pour le coup. J'ai tendance quand même à lire, on va pas se mentir, quand même pas mal de fantasy, de romans historiques. Et là, on change complètement de registre. Je me suis procuré La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez. Pour vous parler du livre, je vais vous parler un petit peu de l'autrice. Stéphanie Pérez, qui est une grande reporter, du coup, qui passe depuis plus de 25 ans sur France Télévisions, et qui est venue, du coup, plusieurs fois en Ukraine pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passait là-bas pendant cette période de guerre. Elle a pu échanger avec énormément de personnes là-bas, et qui, du coup, a décidé d'en faire un roman. On va avoir ce côté, c'est vraiment un roman. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnages qui ont réellement existé. Peut-être qu'elle s'est inspirée de certains personnages, de certaines personnes qu'elle a rencontrées, mais on est vraiment sur quelque chose, ce n'est pas un livre journalistique. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même, malgré tout, quand même beaucoup de données journalistiques, et c'est vrai que ça a pu bloquer certains lecteurs. Je sais que j'ai eu des retours là-dessus qui disaient que c'était peut-être trop journalistique à leur goût. Malgré tout, moi j'ai lu une partie, j'ai pas eu le temps de le terminer. J'aime malgré tout la plume de l'autrice. C'est vrai que ça reste, c'est peut-être pas assez romancé pour certains, et c'est vrai que je le retrouve dans cette première partie du roman. On m'a dit que ça se décantait un petit peu après. Pour le coup, si c'est une journaliste, ça fait sens, le fait qu'on puisse avoir plusieurs données justement sur ce qui s'est passé, sur l'histoire. On va suivre des personnages, en fait, des danseurs de ballet qui vont voir leur monde s'écrouler à partir du moment où la guerre va être annoncée. Ils vont devoir, pour certains, résister, d'autres s'engager dans l'armée. Ça parle du fait de danser même après le drame, même après la guerre. J'ai pas eu le temps de le terminer, mais ça ne saurait tarder, et j'ai très très hâte de pouvoir vous faire un retour là-dessus pour vous dire exactement ce que j'en ai pensé. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors ensuite, là, je vais partir sur des classiques. Je me suis procuré Le Diable au corps de Raymond Radiguet. Tout simplement parce que, on va pas se mentir, je trouve que les éditions Point ont fait un travail remarquable avec ces nouveaux classiques. Ils ont sorti quand même, ils ont sorti Liaison dangereuse, ils ont sorti du Zweig aussi, ils ont sorti quoi d'autre? Je sais que j'ai déjà, et c'est pour ça aussi que je voulais, parce que j'aime bien, j'ai envie de compléter ma collection, mais j'ai déjà Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, et j'ai aussi Le Pêcheur d'Islande de Pierre Loti, qui est normalement censé être ici, et c'est de très très belles éditions. Donc je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que... je vais pas me priver, et c'est vrai que je suis pas très roman classique, donc l'idéal, ça serait quand même de commencer avec des petits livres un petit peu... Alors j'en ai lu des livres classiques quand j'étais au lycée, au collège, même aujourd'hui j'ai lu certains livres classiques, mais c'est vrai que je vais en lire un par an. Donc c'est pas ça qui fait que voilà, qu'on se retrouve avec une culture littéraire très intéressante. Et c'est vrai que ça serait vraiment un objectif. Et donc autant commencer par des livres un petit peu plus légers, un petit peu plus courts. Il fait à peu près combien de pages? 175 pages, ça devrait aller, je pense que je vais m'en sortir. Je suis en train de vous parler du fait que j'aimerais lire des livres un peu courts, classiques. Et qu'est-ce que j'ai eu pour Noël? Voilà. J'ai eu pour Noël Les Hauts du Hurlevent de Émilie Brontë et Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Ce ne sont pas du tout des livres légers et courts, absolument pas, mais c'est pas grave parce que c'était des livres que je voulais déjà depuis quelques temps. Pour vous parler un petit peu des collections Littéra, ça fait très longtemps que j'ai envie de me les procurer. Je trouve que ces éditions-là sont magnifiques. Pour vous parler un petit peu de cette maison d'édition, alors c'est l'édition Gallmeister.
Ils ont fait une nouvelle collection, donc la collection Littéra, donc ça fait déjà quelques mois que plusieurs de leurs ouvrages sont sortis. Ce sont des livres qui s'apparentent à la Pléiade. Donc c'est des livres quand même censés être des livres un petit peu coffrets, un petit peu collector quand même, hein. C'est un certain budget et ce sont vraiment de beaux objets livres pour le coup. La différence, alors il y a deux trucs qui font que la collection littéraire, je la trouve super intéressante et je trouve que, honnêtement, je trouve que la communication n'a pas été assez mise en avant. On en a entendu parler, mais je trouve que pas assez. Personnellement, je suis fan du travail qui a été exécuté. Premièrement, niveau esthétique. La maison d'édition a vraiment insisté sur le fait qu'ils voulaient avoir des livres qui pouvaient être transportés, qui pouvaient être lus. C'est vrai que la différence de la Pléiade, ce sont des livres qui se veulent quand même assez légers malgré tout et qui sont censés être des livres là. Je vais faire quelque chose que aucun lecteur n'est censé aimer. Voilà. Et en fait, c'est vraiment fait pour ne pas être abîmé. C'est fait pour être lu sur une table, mais aussi dans le tram, dans le bus, dans les transports, tout simplement. Qu'est-ce que je dis de tous les... En avion, bref, je sors tous les moyens de transport possibles et inimaginables. Puis même la mise en page, les maquettes, enfin, je trouve que le choix des pages, je trouve que honnêtement, c'est très très agréable à lire. Deuxième point qui fait que c'est extrêmement agréable à lire, c'est-à-dire que les traductions ont été retravaillées. Je trouve que c'est juste incroyable que des traductions aient été refaites tout simplement, et ça je n'étais pas au courant, je l'ai découvert quand les éditions littéraires en ont parlé. Les livres classiques ont été traduits, les livres anglo-saxons qui ont été traduits, je pense par exemple à Orgueil et Préjugés, mais il y en a d'autres. Les livres qui ont été traduits sont des livres où les traducteurs ont pris quand même pas mal de liberté. Avant, il n'y avait pas vraiment de restrictions, d'obligations, de réglementations sur la traduction, donc en fait, les traducteurs en faisaient un petit peu à leur sauce. Et donc, il y a quand même pas mal de livres qui ont été traduits, où il y a des chapitres qui ont disparu, même des centaines de pages qui ont disparu par rapport aux versions originales, et il y a des traducteurs qui n'ont pas pris la peine, on va dire, de reprendre le style d'écriture et l'ambiance et même l'univers de l'auteur. Et là, ce qui est agréable avec ces livres-là, ce sont des livres qui ont été traduits par des traducteurs qui sont passionnés par les œuvres originales qu'ils ont traduites. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on le ressent vraiment pour le coup. J'ai voulu lire un petit peu à Noël. J'étais tellement surexcitée d'avoir ces collections-là que j'ai commencé, j'avais déjà lu Les Hurlevents et j'ai voulu comparer. Et on sent vraiment la différence de travail entre la version classique que l'on connaît et cette nouvelle édition. Donc c'est hyper agréable de redécouvrir ou de même découvrir de nouvelles œuvres. Je trouve que l'écriture aujourd'hui des Hurlevents de Littéra est beaucoup plus accessible et beaucoup moins pompeuse que l'édition classique que j'avais découvert il y a quelques temps, même si j'avais aimé la collection classique, mais aujourd'hui, rien que les premiers chapitres, j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire, donc j'ai confiance pour le reste, pour Autant n'importe le vent. J'espère ne pas être déçue, je pense que je ne le serai pas. Voilà. Alors, on va terminer sur un livre qui, pareil, a été un coup de cœur de 2024. J'ai reçu pour Noël le dernier livre de Sandrine Colette, Madeleine avant l'aube. C'est son dernier livre qui a eu un prix concours des lycéens, donc c'est le prix concours lycéen 2024 qui est encore actuellement normalement sur les tables. On va suivre l'histoire d'une famille qui se retrouve dans un hameau, une famille de paysans qui travaillent sur les terres tout au long de l'année et qui travaillent sur les terres de leur maître. Et donc on va suivre leur histoire, leur périple, leur mésaventure. On va découvrir un petit peu aussi leur dur labeur et cette vie un petit peu d'injustice où les maîtres récupèrent toutes les moissons, récupèrent toute leur agriculture et eux se retrouvent généralement sans rien et se retrouvent toujours à devoir survivre pendant l'hiver et pendant le froid. Et le début de l'histoire commence quand ils font la découverte de Madeleine, de cette petite fille qui est une enfant, et il me semble que ça se dit comme ça, une enfant de faim. C'est-à-dire, oui, il me semble que ça s'appelle comme ça quand les parents décident d'abandonner leur enfant ou meurent de famine. Et donc ce sont des enfants qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain et qui sont un petit peu des petits sauvageons. Et Madeleine a cette force d'esprit
et cette force de caractère qui fait que les choses vont changer plus ou moins. Et donc Sandrine Colette décrit Madeleine comme cette jeune fille qui a une flamme dans les yeux qui n'est pas très droite. Et c'est vraiment la description en fait du personnage que je trouve très efficace. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, tout simplement parce que c'est un livre qui se trouve certes est violent, mais et c'est un style de Sandrine Colette, pour le coup j'ai jamais rien lu de tel. C'est un style qui, je pense, pas tout le monde est capable d'écrire comme elle est capable de le faire avec ce style-là, dans le sens où elle a un style qui est très narratif. Et du coup, c'est vrai que ça change tout simplement parce qu'il n'y a pas de dialogue. On est sur quelque chose de, ouais, de très descriptif, de très narratif. Donc en fait, on va suivre quelque chose comme si c'était écrit, comme si c'était... comme si on l'écrivait, mais pas comme si on le vivait dans le moment présent, dans l'instant T. Et pourtant, ça se ressent vraiment. Il y a vraiment des moments où on est pris et alpagué par l'histoire. Je ne peux que le recommander. J'en reparlerai, bien évidemment, dans mes coups de cœur 2024, plus en détail. Mais là, je vous ai dit, non, j'en parlerai pas trop. Bon, j'en ai parlé. C'est pas grave. On est du coup sur la fin de la vidéo, hein. J'ai plus rien à dire, je pense que c'est suffisant. Je sais pas combien de temps j'ai filmé, mais je pense que j'ai dû bien parler 20-30 minutes. On se retrouve, je l'espère, pour d'autres vidéos. Cette fois-ci, je l'espère, ce ne sera pas dans 2 ans. Croisez les doigts. Normalement, non. Je vous invite, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas le cas et à mettre un petit pouce bleu et puis même des commentaires si vous avez déjà lu les livres dont j'ai parlé. C'est pour ça aussi que je fais ça, j'en parle à chacune de mes vidéos, mais le but aussi de faire tout ça, c'est de pas tout simplement parler tout seul dans sa chambre, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de ce que vous avez pensé des livres. Ciao!